Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, des scènes de torture dans une école primaire à Douala 3e provoquent la colère des Camerounais. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un enseignant tabassant violemment un élève nu à coups de machette. Donc, les faits d'une extrême brutalité se sont déroulés au groupe scolaire bilingue La Lauréate. L'enseignant fouettard a été mis aux arrêts. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre au cœur de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La toile choquée, secouée par une des vidéos les plus choquantes filmées dans une école primaire à Douala 3e. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre un enseignant en train de tabasser violemment un élève nu à coups de machette et tuyau de gaz. L'enseignant fouetta donc a été mis aux arrêts ce jour par les éléments de la police. Élément de réponse dans ce reportage de Céline Dani Warenze 2. Ces images ont fait le tour de la toile. Un enseignant frappant son élève à l'aide d'un marteau et l'obligeant littéralement à consommer du piment. Après avoir glané des informations ça et là, un lieu nous est même indiqué, la King's Primary School au quartier Bilonguet, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Sauf qu'après vérification, cet établissement n'existerait nulle part. Après observation, c'est l'une des photos postées sur la toile qui nous permettra de découvrir le véritable nom de cet établissement, le groupe scolaire bilingue La Lauréate. Après plusieurs heures à tourner en rond, nous sommes enfin arrivés sur les lieux. Mais quelques minutes avant notre arrivée, comme le montre cette vidéo amateur, l'enseignant tortionnaire avait déjà été embarqué par les forces de maintien de l'ordre après avoir tenté de s'échapper. Cette femme venue sur les lieux après avoir reconnu son fils sur la fameuse vidéo ne pourra pas empêcher la police de l'emmener pour besoin d'enquête. Quant à nous, nous retournerons dans la salle de classe où se seraient déroulés les faits. Du côté des autres parents d'élèves, c'est la stupeur, alors qu'un doute plane en écoutant la description que font les autres parents et les voisins du maître fouettard, totalement à l'opposé de ce que semble décrire la vidéo. Ce que moi je connais, c'est que c'est un bon enseignant, qu'il a éduqué mon enfant et il fait beaucoup de merveilles là-bas à l'école. C'est un bon enseignant qui veut dire de bonne moralité. Ça fait peut-être 3 ans qu'on est ensemble. C'est lui qui a tenu mes enfants. Et même sa moralité, c'est pas douteuse. C'est quelqu'un de bien. Lui, il me côtoie, il vient même juste à la maison. En tant que parent d'élèves de cette école, moi personnellement, je n'ai jamais compris qu'on l'a reproché par rapport à un écart de comportement. Mais alors, comment expliquer que M. David, l'agneau inoffensif que semble décrire tout le monde ici, se soit transformé en véritable loup? C'est un parent au prénom de Chimène qui a laissé son fils Isaac. Elle a confié son fils Isaac à un enseignant de classe fort anglophone ici, de le redresser, puisque l'enfant le perturbait déjà trop à la maison. On dit qu'il parfois, il rentre des classes en soirée, il s'en va, il dort même dehors. Déjà, il ne faut pas qu'on condamne seulement l'enseignant, parce que c'est le parent de l'enfant qui demande de redresser l'enfant, parce que l'enfant, c'est un enfant loin le genre, que lui dort dehors, il fume déjà l'herbe. Une version confirmée également par la victime, le jeune Isaac, âgé de 8 ans, dans une vidéo amateur. Ma mère a demandé qu'on me fouette, pas qu'on me mette le piment dans les fesses. Nous essaierons d'en savoir un peu plus sur la vie du jeune Isaac. Nous prendrons donc la direction de son domicile, non loin de là. À notre arrivée sur les lieux, personne, mais les voisins nous confieront hors caméra que l'enfant vivait ici avec sa mère et son beau-père, son géniteur étant décédé. Et là aussi, on nous confirmera que le garçon avait des fréquentations peu recommandables, des témoignages qui pourraient expliquer partiellement ce malheureux événement. En attendant, la petite famille et le maître fouettard sont entendus dans les locaux de la police judiciaire.
Et sur le théâtre de la crise anglophone, il était réputé pour des meurtres, escroqueries d'argent et terrorisant les populations de la ville de Kumba, dans la région du sud-ouest. L'autoproclamé général Mambozo, l'un des leaders séparatistes anglophones, a été neutralisé par les forces de défense et de sécurité après plusieurs traques. Mathilde Akemazou, Yurishingonomala. Une foule immense regroupée dans l'un des carrefours de la ville de Kumba 2. Cette population s'est empressée de venir célébrer ce énième exploit des forces de défense et de sécurité qui ont neutralisé l'un des séparatistes anglophones, l'autoproclamé général Mambosa. D'après l'autorité administrative de cette partie de la région du sud-ouest Cameroun, ce présumé séparatiste anglophone terrorisait la population. Ce faux général ambazonien du nom de Mambosa terrorisait les populations de l'arrondissement de Kumba 2. Il a tué plusieurs innocents, escroqué de nombreuses sommes d'argent aux populations. Ces atrocités ont pris fin aujourd'hui grâce aux militaires qui vont poursuivre leur travail. Voilà plus de 5 ans que les régions à expression anglaise du Cameroun sont en proie à une crise socio-politique. Pour mettre un terme à cette guerre, le sous-préfet de Kumba 2 sollicite la collaboration de la population pour dénoncer tout ambazonien. Et dans le département du Nord-Ekele, région du centre, ce sont 5 personnes déplacées de la crise anglophone qui ont été enlevées. À l'issue de 2 jours de recherche acharnée, elles ont été retrouvées grâce à une enquête menée par les éléments de la compagnie de gendarmerie des Écarts. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Niem et de Gladys Sidier. Ils pensaient trouver la paix après avoir fui la guerre dans la région du Nord-Ouest pour trouver refuge dans le département du Nyong-Ekele au centre. Pourtant, le calvaire a continué pour 3 déplacés internes de la crise anglophone qui ont récemment été enlevés. Installés dans l'arrondissement de Dibang, ils se sont lancés dans l'agriculture pour survivre. C'est en effectuant des travaux champêtres qu'ils ont été enlevés par des individus armés. Ces derniers ont alors contacté les familles de leurs otages pour des demandes de rançon. Les éléments de la compagnie de gendarmerie des Écarts seront saisis par les familles et une enquête ouverte. Elle conduira les gendarmes sur les traces des ravisseurs. 4 individus non identifiés, armés de fusils, ont pris en otage 5 Camerounais originaires de la région du Nord-Ouest. Immédiatement informé, le commandant de la Légion de gendarmerie du centre m'a saisi afin de me déporter sur le terrain à Dibang en compagnie de mes personnels pour mener l'opération Tenaille qui consistait à mener une grande battue dans les forêts de Dibang, Ndoupé et une partie de Pouma. Après 2 jours de captivité, les otages seront retrouvés à Dibang dans une maison abandonnée située à environ 12 km du lieu de l'enlèvement. Nous sommes tombés sur dans une maison abandonnée et lors de l'assaut décisif, ils ont pris la fuite en abandonnant les otages. Nous avons sécurisé ces otages et nous avons ramené ici à l'état-major compagnie Zika où nous comptons les exploiter. Les ex-otages ont été conduits à la compagnie de gendarmerie des Écarts pour exploitation en vue de mettre la main sur les ravisseurs qui ont réussi à s'enfuir durant l'opération. Et dans la région de l'extrême nord, après le conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le Mayo-Danaï, de nombreux déplacés vivent dans des conditions difficiles du côté de Marois, sans abri, sans nourriture et sans eau. Femmes et enfants sont exposés à la malnutrition et diverses maladies. Le reportage d'Amado Daïro et Julienne Berthe-Bissaï. Au quartier d'Ougoy à Marois 3e, des dizaines de femmes et enfants rassemblés sous un hangar de fortune. Juste à côté, leurs époux
frères, fils et amis. C'est à l'air libre, sous cet arbre, que ces derniers passent leur nuit, à la merci des intempéries, moustiques et reptiles. En provenance de la localité de Angulmoun, dans l'arrondissement de Maga, ces hommes, femmes et enfants sont des victimes du conflit intercommunautaire qui oppose Arabchoua et Mosgoum, déclenché en décembre dernier à Logon-Birni, dans le département du Logon-Echari. Ayant trouvé refuge dans cet espace privé appartenant à un opérateur économique, ces déplacés internes sont sommés de quitter les lieux dans 48 heures. Quand nous sommes arrivés dans la ville de Maroua, on a été accueillis par un frère qui nous a demandé de rester ici. Malheureusement, nous on ne savait pas que c'est un site privé, dont le propriétaire du site nous a donné 48 heures de quitter le lieu. Ça fait déjà 3 mois que nous sommes dans cette maison. Dénombrés à plus de 200, ces déplacés internes disent être abandonnés des pouvoirs publics. Le visage pâle et inquiet, ils décrivent leur misère quotidienne. Nous sommes au nombre de 250, beaucoup plus les femmes et les enfants. Pas d'assistance médicale. Nous avons 2 femmes qui viennent d'accoucher sur place. Nos enfants sont malades. Bref, nous souffrons beaucoup. Vaut mieux encore rentrer en brousse. Au moment où l'épidémie de choléra sévit à l'extrême nord Cameroun comme dans plusieurs villes du pays, ces déplacés manquent d'eau potable. Même pour avoir de l'eau, ce n'est pas facile. Nous sommes obligés d'aller chez les voisins pour demander de l'eau. Et vous-même, vous voyez avec le nombre d'enfants que nous avons. Vraiment, nous demandons à l'autorité de nous chercher une place. Parce que là, nous sommes déjà menacés. Ne sachant où aller parce que contraints de libérer le site qu'ils occupent depuis 3 mois. Ces hommes, femmes et enfants s'en remettent aux autorités compétentes. À présent, ce violent incendie qui a réduit en cendres plusieurs dépôts de bois à Fumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, les flammes ont été sans pitié. Les pertes matérielles et financières sont énormes. D'autres précisions dans ce reportage d'Achille Kamga. Jeudi à vendredi a été courte pour M. Mama, résident de Fumban. Réveillé brusquement de son sommeil aux alentours de 23 h, on lui annonce que ses équipements de transformation de bois partent en fumée. On m'a signalé dans la nuit vers 23 h comme ça là, que la machine a pris feu. Dès qu'on est arrivé ici, on a remarqué qu'il n'avait plus moyen de sauver aucune chose. Tout était déjà en feu. Bon. Tourmenté, c'est surtout vers ses fournisseurs que M. Mama se retourne. Tout le bois qu'on prenait en crédit, ça a tout brûlé. Ça a tout brûlé. On ne sait plus comment on peut faire. On souhaite seulement à notre client qu'on essaie de nous patienter et de nous excuser tellement. L'incendie dont l'origine reste inconnue jusqu'ici a ravagé plusieurs dépôts de bois ainsi que plusieurs unités de transformation de ce produit. Faute de moyens efficaces et à cause de l'absence d'eau aux alentours, les riverains ont eu d'énormes difficultés à venir à bout des flammes. Il n'y a pas de souci. C'est des choses locales qu'on utilisait pour verser de l'eau. Il n'y a pas même de l'eau. L'eau en profondeur là-bas en bas. C'était tellement difficile. Bon, les sapeurs-pompiers ont dit qu'on utilise souvent celui de coupe à bas. Des pertes matérielles importantes. Heureusement, le combat acharné des riverains contre les flammes va empêcher le feu d'atteindre les maisons situées à proximité de ce dépôt de bois. On parle santé à présent dans ce journal. Quelles sont les chances de suivi des enfants qui naissent avec plus de 4 kg? Les professionnels de la médecine périnatale se penchent sur le sujet à la faveur des journées scientifiques sur la macrosomie. Les experts sont d'avis que c'est un risque pour le bébé lui-même de devenir plus tard obèse et de même pour la femme de passer par l'épreuve difficile de la césarienne. Élisée Borba et Marcelin Gansor. Naître avec un poids au-dessus de 4 kg, c'est souvent source d'inquiétude pour les mamans, mais également pour le personnel accoucheur. Là, on a décidé de parler du gros bébé qui peut concerner à peu près 10% des naissances, c'est-à-dire plus de 100 000 nouveaux-nés au Cameroun qui peuvent se retrouver, être nés à plus de 4 kg. Et on sait que malheureusement,
Au-delà de ce chiffre, on peut avoir des risques et souvent ça peut être causé par un diabète ou une obésité maternelle ou alors une prise de poids excessive pendant la grossesse et des complications peuvent survenir. Il faut sortir l'enfant par les épaules et le bébé peut avoir en plus des complications métaboliques parce qu'il aura un problème de taux de sucre bas, sans compter les complications ultérieures qui sont effectivement le risque d'obésité. On en arrive dans plusieurs cas à opter pour la césarienne, mais le choix ne doit pas se faire dans la précipitation. Le problème du gros bébé est de savoir par quelle voie on va le sortir et que souvent, effectivement, quand le poids dépasse 4 kg, particulièrement 4,5 kg chez les femmes noires, voire plus, on peut être appelé à poser l'indication d'une césarienne. Mais là également, on a un cas qui a été présenté sur les États-Unis, qui est un pays développé. Quelqu'un fait une publication où des mamans ayant des bébés de poids très élevés étaient pour la plupart avec des accouchements par voie basse. Le message ici, c'est de dire qu'on ne peut pas donner un poids sur lequel on peut affirmer que la césarienne est obligatoire et doit être systématique. Il faut toujours une bonne collaboration et une analyse au cas par cas. Les 3e journées scientifiques de la Société camerounaise de médecine périnatale mettent en exergue la macrosomie fœtale et néonatale. C'est l'occasion pour les médecins et autres spécialistes de la santé d'actualiser leurs connaissances et de s'abreuver à d'autres sources du savoir. Tout passe par la prévention, mais ce qui est sûr, c'est que les messages restent identiques. Il faut un bon suivi périnatal, il faut les 8 CPM, la femme doit être suivie, parce que même cette macrosomie, elle va être détectée. On a vu tout à l'heure que finalement, au-delà de l'échographie, le bon examen clinique de la sage-femme. Donc vous voyez, tous ces éléments vont permettre, par la formation continue, que tous les acteurs, où qu'ils soient, sachent avoir les meilleures attitudes, et surtout les attitudes à jour. Vous savez, nous sommes dans un secteur technique qui évolue. Si vous n'êtes pas mis à jour permanemment, vous risquez de devenir dangereux pour le patient. Vous devez travailler selon les dernières données acquises de la science. Pour la Société camerounaise de médecine périnatale, c'est un jeu qui valait la chandelle, dans la mesure où le corps médical doit se remettre permanemment en question. Dans le reste de l'actualité, des étudiants demandent un meilleur accompagnement pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Après la formation reçue dans les universités et grandes écoles, les appuis du gouvernement sont parfois absents, voire insuffisants pour une aventure entrepreneuriale. La problématique était donc un débat à l'université de Douala. Romain Nouché, Donald Brice, Kamgan. Un projet de gestion des équipements techniques à partir d'un système de contrôle à distance, un autre portant sur la transformation du manioc en vue de soutenir la rentabilité de la culture de cette tubercule dans les zones rurales. Ces étudiants de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de l'Université de Douala ont des projets plein la tête. Le souci se trouve également au niveau de l'accompagnement, parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir aller dénicher les bons marchés. Nous avons été approchés par une entreprise, une grande structure de la place, mais nous n'avons pas eu les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien ce marché, parce que cette structure voulait des balises GPS avec des sondeurs intégrés carburant. Bon, nous n'avons pas pu sous-traiter ce marché-là parce que nous avons vraiment un manque sérieux de financement ou bien de moyens dans nos caisses actuellement. Cette tubercule qui a un large potentiel est sous-exploitée. Donc, pour ma part, il est la question d'augmenter d'abord la production de cette denrée qui est de plus en plus rare. Et donc nous voyons la croissance rapide des prix sur le marché. L'accompagnement des pouvoirs publics, c'est l'une des préoccupations majeures des étudiants de l'ESSEC. Le centre d'incubation de l'institution, lancé avec un budget de 150 millions de francs CFA, tente d'appuyer des projets bancables. Mais il en faut plus. Nous faisons donc tout pour pouvoir accompagner ces jeunes, à mettre à leur disposition ce qui est nécessaire. Parce qu'effectivement, quand on parle de 150 millions, ça paraît très grand. Il y a un projet de près de 30-40 millions de francs, vous imaginez. Donc du coup, parfois même ces 150 millions sont petits. On a des structures qui ont commencé déjà à nous aider. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a suivi avec intérêt les projets ainsi présentés. Certains vont bénéficier d'un suivi pour leur implémentation. Toute initiative qui est prise en faveur de l'encadrement, en faveur de l'incubation, en faveur de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, surtout en milieu jeune, ne peut que être accompagnée par notre département ministériel. Les journées de parrainage sont organisées par les étudiants en fin de formation à l'ESSEC à travers conférences, débats et expositions divers. Ils portent la réflexion sur les défis de leur formation et l'insertion socio-professionnelle.
À l'occasion de la reprise de ses activités officielles, la Cour suprême cible sur les problématiques relatives aux droits au titre foncier à l'usage des réseaux sociaux. Pour l'essentiel, elle déplore les dérives observées dans ces différents secteurs. Et pour des réponses plus efficaces, la Cour suprême propose de revisiter les instruments juridiques en la matière. Le compte rendu de Joël Essenguet et Guizoro. Pour sa rentrée solennelle 2022, la Cour suprême a focalisé son attention sur deux points essentiels de la vie sociale. En premier, elle s'est attardée sur le titre foncier par la voix du président de sa chambre judiciaire en soulignant son affaiblissement comme instrument de la propriété foncière. Aujourd'hui, on est en droit de se demander si le titre foncier est toujours la preuve par excellence de la propriété immobilière au Cameroun. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous condition d'indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi. Loin de trouver la solution à ce problème, la Cour suprême s'est réduite à en énumérer les effets pervers. Les procédures peuvent être émaillées d'irrégularités, de fraudes et de faux, avec la complicité des agents publics chargés de l'immatriculation. On assiste parfois au refus de faire bon usage de l'informatisation à l'établissement de 2 voire 3 titres fonciers sur une même parcelle de terre, à la manipulation des données cadastrales par les géomètres pourtant assermentés. Autre préoccupation de la Cour suprême, les réseaux sociaux dont les dérives ont suscité un portrait au vitriol de la Cour suprême après leur avoir reconnu des qualités. Les réseaux sociaux, médias à sensation et prises de paroles impulsives, ont l'effet pervers de nous propulser dans une ère régie par l'instantanéité des émotions. Ils renvoient à l'aspérité d'une société qui consommerait facilement, parfois non sans une certaine forme de voyeurisme, la condamnation virtuelle instantanée, comme on boit un café lyophilisé. Sur cette question, la Cour suprême a trouvé la solution dans les instruments tant nationaux qu'internationaux pour garantir la dignité humaine. La liberté de communication et d'expression ne peut seulement s'exercer que dans le respect, non seulement de l'ordre public national qu'encadrent les lois et les règlements de la République, mais aussi des usages et des bonnes mœurs. Il faut alors énoncer à cet égard, à la suite de M. Baruch Spinoza, que l'homme juste et libre est celui qui connaît la vraie raison des lois. Sur toutes ces problématiques, c'est sans conteste à la Cour suprême elle-même de dire le bon droit pour limiter l'impact négatif de ces dérives. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Et Serge Alain, vous revenez sur ces scènes de torture et violence enregistré dans une école primaire à Douala 3e. Dans une vidéo, on aperçoit un enseignant qui tabasse violemment un élève à coups de machette, l'obligeant à consommer du piment. C'est Alain. Voilà, on se serait cru il y a quelques semaines dans une unité des forces de maintien de l'ordre, parce que c'est des méthodes que nous avons condamnées sur ce plateau, l'usage de la machette, pour lorsque ça se retrouve comme ça dans un établissement qui, au primaire, ça pose forcément des questions, des interrogations. En compagnie de nos invités sur ce plateau, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu motiver cet enseignant en arriver jusque-là pour infliger une telle correction à cet enfant. On a des enseignants sur ce plateau, nous allons essayer donc de comprendre pourquoi une telle correction. Et aussi, on va surtout comprendre pourquoi cet événement a été filmé pendant longtemps. Est-ce que ce n'était pas une machination, une espèce d'organisation? On va comprendre tout ça, Nadine Yambo. Parce que sur ce plateau, pendant que l'élément passait, il y avait des visages
on était triste, il faut le dire, Nadine Yambou. Voilà, Nadine Yambou, on va se retrouver dans un instant pour comprendre d'abord ce phénomène et ensuite continuer comprendre ce qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, au deuxième jour de l'invasion militaire russe, de ce côté-là. Voilà, c'est l'essentiel et qui nous soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi. 20h.